Pour ou contre une nouvelle constitution? C'est la réponse à laquelle devront répondre les Centrafricains le 30 juillet prochain. Mardi, dans une vidéo diffusée par la présidence centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a convoqué le pays à voter lors d'un référendum. Président démocratiquement élu, je ne peux rester insensible aux demandes pressantes et légitimes du peuple souverain de doter notre pays d'une nouvelle constitution. J'ai donc décidé de soumettre au référendum le projet d'une nouvelle constitution de la République centrafricaine. Si les Centrafricains votent oui au projet de nouvelle constitution et donc valident la modification de l'actuelle loi fondamentale, cela ouvrirait la possibilité à un nouveau mandat pour le président centrafricain. Même si pour l'heure, Faustin Archange Touadéra ne s'est jamais prononcé publiquement pour cette éventualité. Officiellement, le référendum constitutionnel doit permettre au pays de corriger les insuffisances de l'actuelle loi fondamentale. À ceux qui auraient des raisons de redouter de l'avènement d'une nouvelle constitution, je voudrais d'ores et déjà les rassurer, si besoin en était encore, que l'organisation d'un référendum constitutionnel dans les conditions requises par la Constitution ne saurait être valablement analysée comme une volonté du président de la République d'empêcher l'alternance politique, gage de la démocratie et de l'état de droit. L'annonce de ce référendum ne manquera pas de faire réagir. La question a souvent suscité de vifs débats au sein de l'opposition du pays. Mais au gouvernement, on assure que la nouvelle constitution permettra à tous ceux qui le voudront de se présenter à l'élection présidentielle, y compris le président Touadéra. À l'approche des prochaines élections municipales et régionales de ce mois de juillet 2023 en République centrafricaine, des dispositions sont en train d'être prises par les organisateurs afin de garantir le principe de l'inclusivité et d'assurer la parfaite réussite des scrutins. Notre pays va bientôt amorcer le processus électoral et on se rend compte que dans certaines localités de notre pays, les compatriotes dus aux événements qu'a connus ce pays ne disposent plus d'actes de naissance ni de jugement supplétif d'actes de naissance. Et donc depuis un certain temps, l'ONU-FEMM a entamé tout un processus d'établissement de ces documents. Il a déjà fait à l'égard de certains compatriotes à l'intérieur du pays et c'est à la satisfaction de toutes les autorités de la République centrafricaine. Évidemment, ces documents d'état civil font partie intégrante des éléments constitutifs du dossier des électeurs ou candidats à ces prochaines échéances électorales. Donc aujourd'hui, on vient de lancer un autre programme visant à établir 3000 certificats de jugement d'actes de naissance, de jugement de reconnaissance d'actes de naissance, qui va participer au renforcement de la présence des femmes et des populations autochtones à pouvoir participer au processus en cours. Il faut dire que ce programme d'établissement ou de reconduction d'actes de naissance arrive à point nommé car, au-delà de ces prochaines élections municipales et régionales, il va aussi favoriser l'attribution d'actes de naissance à de jeunes enfants ou autres personnes démunies depuis leur naissance. Nouvelle journée de tension lundi à Dakar. Dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise, des affrontements ont éclaté entre jeunes, soutien d'Ousmane Sonko et les forces de l'ordre. Les manifestants réclament la levée du blocus autour du domicile de l'opposant. Nous voulons que tous ces barricades-là, ces blocus qui sont devant chez Ousmane Sonko, qu'ils cessent. Parce que ce gars-là aussi, il a le droit de sortir et de vaquer à ses occupations. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de droit. Le président Ousmane Sonko, depuis l'année 2021, c'est ce qu'ils veulent, c'est l'éliminer dans la course au présidentiel. Est-ce que nous n'allons pas accepter? Voilà, nous la jeunesse, lui c'est notre espoir. L'opposant retranché à Ziguinchor, ville dont il est le maire, a décidé de rentrer vendredi à Dakar à la tête d'une caravane populaire. En route vers la capitale dimanche, son cortège est arrêté. S'en est suivi des échauffourées
entre forces de sécurité et militants de l'opposant. Ousmane Sonko sera par la suite conduit par les gendarmes à son domicile à Dakar. Lundi, sur sa page Facebook, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 donne sa version des faits et affirme être victime d'une séquestration au lendemain d'une sortie du ministre de l'Intérieur sénégalais. Une fois à Dakar, j'ai été séquestré. On m'apprend que le ministre de l'Intérieur a déclaré que des armes, c'est pas un arsenal d'armes a été trouvé dans le véhicule. Je tiens à dire à tous les Sénégalais que M. Antoine Diome ment comme il a l'habitude de mentir. Il ment éhontément ou à défaut, il traduit leur velléité de nuire en complotant une fois de plus. L'opposant qui continue de dénoncer des manœuvres politiques du pouvoir contre sa candidature à la présidentielle appelle une nouvelle fois à la résistance nationale à la veille du verdict probable de son procès pour viol. Un procès dans lequel Sonko risque l'inéligibilité. Je voudrais également lancer un appel à tous les Sénégalais. Les jours à venir, les heures à venir, que tout le monde se lève comme un seul homme. Parce que force doit rester au peuple. Ils ont l'habitude de dire force restera à la loi. Laquelle loi est aujourd'hui la loi de Macky Sall et de sa coalition. Son appel survient dans un climat de tension grandissante. La mobilisation de ses partisans a régulièrement donné lieu à des incidents et des troubles depuis le début de l'affaire en 2021. À 2 jours du verdict du procès pour viol, l'appel d'Ousmane Sonko fait planer sur le pays le risque de nouvelles émeutes sanglantes. Selon l'annuaire statistique 2022 des PME au Cameroun, l'activité économique reste stable malgré les perturbations engendrées par la crise russo-ukrainienne. Le nombre d'entreprises a évolué de 7,85% cette année, soit un stock de plus de 340 000 PME, des performances qui vont en droite ligne avec l'implémentation de la stratégie nationale de développement SND 30. Un autre point qui réjouit le gouvernement, c'est la forte implication de la jeunesse. Si nous comparons entre 2021 et 2022, nous observons qu'il y a une bonne dynamique des personnes âgées de 25 à 35 ans qui ont créé des entreprises. Il y a des outils aujourd'hui qui sont mis en place pour accompagner les jeunes, notamment pour la maturation de leurs projets et même des instruments financiers parce que le chef de l'État a annoncé la mise en place d'un fonds de garantie pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Cependant, des secteurs non négligés comme l'artisanat sont en nette régression cette année. En 2022, seules 5 900 unités de production artisanale ont été enregistrées, soit une baisse de 3,59% par rapport à 2021. Plusieurs anomalies freinent l'épanouissement des chefs d'entreprise. En dehors de l'insuffisance des appuis techniques et financiers, il y a aussi des blocages administratifs. Il y a un goulot d'étranglement, c'est-à-dire pour les très petites entreprises, avoir leurs produits certifiés. Il faut donc que l'État se penche sur ce côté-là. Nous avons la chance d'avoir un laboratoire, le LANACOM, qui est un laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise. L'État, le gouvernement peut mettre ce laboratoire au service des très petites entités économiques pour pouvoir certifier les produits des artisans et également imposer, n'est-ce pas, aux grandes structures de distribution qui viennent s'installer chez nous, d'avoir un rayon important des produits locaux. Les PME représentent 99,8% du tissu économique camerounais. Le pays d'Afrique centrale dispose d'énormes atouts à explorer. De l'avis des experts, le Cameroun dispose d'un potentiel de plus de 2 millions d'entreprises. De longues files pour espérer obtenir une ration de nourriture. Chaque jour, le rituel est le même et sans une aide humanitaire urgente, ces files risqueraient de s'allonger.
C'est le constat dressé lundi par un rapport des Nations Unies. En Afrique de l'Ouest et du Centre, nous sommes particulièrement préoccupés par les zones touchées par le conflit au Burkina et au Mali, où nous avons 45 000 personnes confrontées à des niveaux catastrophiques de faim. Le plus inquiétant est aussi que nous voyons maintenant le conflit au Sahel s'étendre aux pays du sud de la région du Golfe de Guinée. Par exemple, nous avons déjà 27 000 personnes qui ont quitté le Burkina Faso et sont arrivées dans la partie nord du Togo. Risques météorologiques, crise sécuritaire, le rapport énumère les différentes causes de ces situations d'insécurité alimentaire. Cette jeune Burkinabé, par exemple, a dû fuir son pays d'urgence, laissant derrière elle de quoi subvenir à ses besoins. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles des hommes armés égorgeaient des gens. Les routes étaient bloquées et il était impossible de partir. Mais ensuite, nous avons été attaqués et nous nous sommes enfuis ici. Comme le Burkina Faso, le Soudan ou encore la République démocratique du Congo, ces pays exigent l'attention la plus immédiate des Nations Unies car leur population est susceptible d'être confrontée à la famine. Produit par le Réseau mondial contre les crises alimentaires, le rapport va permettre d'améliorer et coordonner le partage d'informations et d'analyses pour prévenir et traiter les crises alimentaires. La vue sur l'océan et sur Table Mountain est magnifique, de quoi attirer une clientèle fortunée et exigeante. Dans cet hôtel du Cap, tout se doit d'être impeccable, à commencer par les draps, remplacés donc très souvent, bien avant d'être usés. D'où l'idée de leur donner une deuxième vie. On a entendu parler du projet Restore par l'intermédiaire de notre fournisseur de linge. Et maintenant, on donne nos vieux draps pour en faire des chemises d'écoliers. Comme cet hôtel, de nombreux établissements chics ont rejoint le projet Restore. Lancé en 2015, il a déjà permis d'habiller près de 100 000 enfants. Tout le linge de lit ainsi récupéré arrive dans cet atelier où il est découpé puis assemblé. Un seul drap de lit double permet de fabriquer 5 chemises. Le projet Restore a été imaginé par cette femme pour que tous les enfants, même les plus pauvres, puissent aller à l'école dans un pays où l'uniforme est obligatoire dans les établissements publics. Nous voulions trouver un moyen de maintenir nos enfants à l'école, de les habiller pour l'école et de renforcer leur estime de soi. Pour les habitants des quartiers défavorisés comme ce township de Bonnyvale, à 200 km à l'est du Cap, les chemises blanches exigées par les écoles pour tenter de gommer les inégalités coûtent en effet bien trop cher et encore plus depuis que la pandémie de Covid-19 a fait grimper le taux de chômage au-delà de 35% en Afrique du Sud. Les distributions organisées par le projet Restore sont donc une bénédiction pour nombre de parents d'élèves, comme la mère de cette petite fille. Aujourd'hui, je suis là pour récupérer une chemise pour ma fille et je suis très heureuse. D'autant plus heureuse qu'elle ne voit aucune différence entre ces chemises recyclées et celles achetées en magasin.